Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer les TD concernant le chapitre 2. Alors là, à nouveau, je pense qu'il y aura deux parties. Première partie, celle d'aujourd'hui, avec deux exercices. Voilà, deux exercices dont nous allons parler maintenant. Ces deux exercices portent sur des situations extrêmement classiques. Comme vous allez voir, il va s'agir d'un fil parcouru par un courant, un fil AB, et puis après il y aura une spire circulaire. Bon, et la deuxième partie va concerner des applications de ces résultats-là. Donc sans plus tarder, voyons le premier exercice. Voilà, il s'agit d'un fil A1, A2, parcouru par un courant I qui vient là, ça passe ici et puis ensuite ça s'en va. Nous, on s'intéresse uniquement à la partie A1, A2 et cette partie-là va créer en un point M quelconque, ici, à la distance petit a du fil. On cherche le champ magnétique créé en ce point M. Alors on va aller vers la solution qui est ici. Donc voilà, nous allons travailler en coordonnées cylindriques avec la base euro, EFI, EZ, qui est définie comme ça. Je pense que vous connaissez très bien ça. Mais là, pour bien le faire apparaître, si je prends le point M, un point M quelconque, eh bien, j'ai dessiné en pointillé un cercle dont l'axe est OZ. O, c'est le projeté de M sur le projeté orthogonal de M sur l'axe OZ. Et euro, c'est un vecteur unitaire qui va de O vers M. Voilà, euro. EFI, c'est le vecteur dans ce plan-là qui est perpendiculaire à euro. Et EZ, c'est le troisième vecteur de direction, bien sûr, parallèle à l'axe OZ et qui est perpendiculaire aux deux premiers. Très bien. Alors, la méthode pour déterminer le champ, pour appliquer la loi de Bethe-Savart, c'est de dire que le fil A, je l'appelais AB, au lieu de A1, A2. Bon, on l'appelle AB. On va prendre un point P quelconque situé entre A et B, c'est-à-dire il peut être là, en A, ou là, ou n'importe où. Et un élément de fil centré en P, un élément DL, alors on va chercher le champ DB créé par cet élément DL. Le point P est situé à la distance R de petit m, cette distance R, et le vecteur unitaire qui va de P vers M, c'est le vecteur U qui est ici. Okay. Alors, la loi, voilà, un élément de fil DL, oui, dans notre cas DL, c'est dz de z, puisque c'est dirigé selon l'axe. Alors, il crée un champ dB qui est donné, vous voyez ici, c'est par la loi de Bethe-Savart. dB, c'est mu0 I sur 4pi, dl vectoriel U sur R2. Voilà, donc vous avez on a parlé de la signification de tous ces termes. dl, c'est dz de z, le voilà. R au carré, bon bah c'est la distance R au carré. Et U, le vecteur U, revenons à notre dessin. U, on va le décomposer dans ce plan-là, c'est-à-dire, puisque, alors EZ c'est un vecteur qui est perpendiculaire, comment dire, non, c'est EFI qui est perpendiculaire à ce plan du tableau. Mais les deux vecteurs de ce plan, tu vois, il y a euro et il y a EZ. Donc U, c'est un vecteur, si vous voulez, à partir du point M, je le représente ici, U. Donc ça va me donner un cosinus phi euro. Et si je projette ensuite sur l'axe Z, ça va, alors si je projette, il va être dirigé par là. Donc c'est un moins, il y aura moins sinus phi EZ. C'est ce que on prend. Oui, voilà, c'est ce qui a marqué ici. Ok, on fait le produit vectoriel. EZ vectoriel euro et puis EZ vectoriel EZ qui va donner 0. EZ vectoriel euro, ça va donner EFI.
Ça nous donne donc ce résultat-là. dB est égal à ceci, porté par phi. Et le champ magnétique total, eh bien, c'est l'intégrale sur le fil de ceci, phi. Donc, il est porté par phi. Alors, lors de l'intégration, c'est-à-dire si je reviens à mon dessin, lorsque le point P se balade, le point M, il est là, hein, il ne bouge pas pendant l'intégration. Eh bien, phi, lui, ne bouge pas lorsque P se bouge. Phi, et donc c'est un vecteur constant, ce qui fait que je pourrais intégrer tout ça. Et c'est ce qu'on avait dit en cours, enfin, on l'avait dit d'une autre façon. On avait dit que tous les dB sont portés par phi, puisqu'ils sont perpendiculaires à dl et à u, et donc ils sont portés par phi. Et que ensuite, l'intégrale, on a dit, on va voir en TD. Bon, ben, voyons-le. Lorsqu'on va intégrer ici, on intègre sur z. Alors, il faut voir que sur z, alpha et r varient. Revenons à notre dessin. Vous voyez, lorsque P, par exemple, lorsque P vient ici, par exemple, vous voyez bien que R, eh bien, il a changé. Vous voyez bien que l'angle alpha qui est ici, il va changer lui aussi. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est tout exprimer en fonction d'une seule variable. Bon, on a réfléchi à la question, on a trouvé que la meilleure façon de faire, c'est de tout exprimer en fonction de alpha. Pour cela, on va écrire, revenons ici, cosinus alpha. Vous voyez, alpha qui est là, on le retrouve ici. Et là, vous avez le triangle OMP qui est rectangle en haut. Et donc, cosinus alpha, excusez-moi, bon, cosinus alpha qui est égal à côté adjacent, c'est l'hypoténuse, côté adjacent, c'est OM. Sur l'hypoténuse, ici, c'est petit r. Donc, cosinus alpha est égal à 1 sur r. Il n'y a pas de z là-dedans. Il n'y a pas de z. On pourrait écrire sinus alpha, mais c'est pas intéressant. Donc, on écrit tangente alpha. Tangente alpha, vous pourrez le voir ici. Tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent, donc c'est z sur petit a. Et si on prend la dérivée ou la différentielle, bon, ici c'est la dérivée de alpha par rapport à z, donc d alpha sur dz, vous voyez, d alpha sur dz, ça va vous donner, il y aura 1 sur a, c'est une constante, et la dérivée, ça va vous donner, la dérivée tangente, c'est cos carré alpha. Et donc, on va trouver, attendez, je recommence, je crois que je me suis mal exprimé. Ici, vous voyez que z est égal à a fois tangente alpha. Donc, dz sur d alpha, ce qui est la dérivée, c'est la dérivée de a tangente alpha. A, c'est une constante, et la dérivée par rapport à alpha, tangente alpha, c'est 1 sur cos carré alpha. Donc, on trouve que dz sur d alpha est égal à a sur cos carré alpha, ou en faisant passer a ici et alpha ici, on trouve que dz sur a est égal à d alpha sur cosinus carré alpha. Ce qu'on aurait pu dire directement ici, hein, dz sur a est égal à d alpha sur cosinus carré alpha. Bon, vous le voyez de la façon dont vous voulez, et on trouve que b, eh ben, si on remplace, ça va être l'intégrale de ceci. Je vous laisse remplacer tranquillement. Les cos carrés se simplifient, les a se simplifient, il reste un a qu'on sort de l'intégrale, il reste l'intégrale de cosinus alpha, c'est sinus alpha, et donc on a b qui va être égal à mu0 i sur 4 pi a, sinus alpha 2 moins sinus alpha a, phi. Il faut noter ici que alpha 1 est négatif, alors que alpha 2 est positif. Je pense que, j'ai constaté que parfois il y a des problèmes, on ne sait pas trop pourquoi on a pris ça négatif et ça positif. On peut le voir avec, par exemple, la tangente ici.
Bon, les alphas, c'est des angles compris entre 0 et pi sur 2. Entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2. Vous voyez que lorsque z est négatif, tangente d'alpha est négatif, c'est-à-dire que alpha est négatif. Par exemple, ici, A est négatif. L'origine de OZ, il est ici. Donc, A a pour abscisse un Z négatif, alors que B a pour abscisse un Z positif. Eh bien, les angles correspondants vont respecter ces signes. Vous allez avoir alpha 1 qui est négatif, alpha 2 qui est positif. Et donc, ça vous donne ce résultat-là. Bon, regardez, si on prend un point M ici, tu vois, le point O, il va être là. Et donc, les abscisses de A et de B seront négatifs, parce que l'axe Z, il sera toujours dirigé vers le haut. Et donc, à ce moment-là, alpha 1 et alpha 2, pour un point M qui serait ici, en haut, alpha 1 et alpha 2 seront négatifs tous les deux. Voilà. Bon, on verra dans la semaine prochaine, enfin dans un autre TD, des applications justement de cette formule. Mais pour l'instant, une première approximation qu'on nous demande tout de suite, c'est de voir eh bien, ce qui se passe pour un fil indéfini. C'est-à-dire que A va être porté vers moins l'infini, B va être porté vers plus l'infini, et donc on va voir ce qui se passe. On applique exactement cette formule. Avec alpha 2, vous voyez, il va tendre vers plus pi sur 2, puisque B va aller par ici. Vous voyez que l'angle, à ce moment-là, ça sera plus pi sur 2. Et alpha 1, de la même façon, comme il est négatif, ça sera moins pi sur 2. Alors, sinus pi sur 2, c'est 1. Sinus moins pi sur 2, c'est moins 1. Donc, cette parenthèse-là sera égale à 2. Et on trouve ce fameux résultat que le champ magnétique créé par un fil indéfini, eh bien, c'est mu0 I sur 2pi A fois E phi. Ceci est un résultat qu'on va retrouver par le théorème d'Ampère. On verra ça plus tard. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Il s'agit de calculer le champ créé par une spire, ici, en un point de son axe. Alors la spire est parcourue par un courant I. On cherche le champ en un point de son axe. Oui, parce que si c'est pas en un point de son axe, on ne saura pas faire le calcul. Et puis ensuite, on utilisera ce résultat pour calculer le champ créé par un solénoïde. Un solénoïde, c'est ce que vous obtenez lorsque vous prenez un fil et que vous l'entourez, si vous voulez, sur un cylindre qui peut être imaginaire. Hein. Vous faites un enroulement. Bon, vous verrez le dessin tout à l'heure. Alors, commençons par la spire. On va descendre, voir la solution, si ce truc-là marche. Voilà. Voilà, c'est ici, champ créé par une spire. Ici, vous voyez la spire. Il y a deux cas. Hein. On peut prendre le point M à gauche, là où X est positif. X, c'est l'abscisse du point M. L'origine sur l'axe OX est au centre de la spire. Ou bien, on peut prendre le point M à droite, ici. Vous voyez, dans les deux cas, on prend un point P. Pour appliquer la loi de Biot-Savart, on va prendre un point P sur la spire, là, tout à fait au sommet, et l'élément DL qui est sur la spire. Actuellement, l'élément DL, il est dirigé vers vous, hein, il est perpendiculaire au plan de la figure. On a défini l'angle alpha, comme vous le voyez sur la figure, l'angle bêta, et alors dB. dB, c'est le champ magnétique créé par l'élément dl. Il est donné par la loi de Biot-Savart comme ceci. Hein. dB égale mu0 I sur 4pi, mu0 I sur 4pi, dl vectoriel U sur R2.
U, c'est le vecteur unitaire qui va de P vers M. D'accord? U, ce serait comme ça. R, c'est la distance entre P et M. Alors, d'abord, quelle est la direction de DB? Bon, on sait que DB, bien sûr, il va être perpendiculaire à DL. DL, qui, je vous rappelle, est orthogonal au plan de la figure sur cet exemple. Donc, DB est dans le plan du tableau. En plus, il est perpendiculaire à U, qui est le vecteur que j'ai représenté ici. Donc, écoutez, DB est dirigé vers là. Enfin, il est vers le haut, parce que, bon, quand je dis perpendiculaire à U, il pourrait être vers le bas. Mais il est vers le haut, pour cela, il suffit d'utiliser la main droite. D'accord? Vous prenez votre main droite, vous verrez que le pouce est dirigé vers le haut. Et donc, ça nous donne que DB est dirigé comme ceci. Alors, contrairement au cas précédent, qui était le cas du fil, vous vous rappelez, tous les DB avaient la même direction. Ils étaient tous perpendiculaires au plan de la figure. Ici, c'est pas le cas. DB, actuellement, il est là, mais si DL, il change. Si le point P, par exemple, vient là, tu vois, sur la spire, là, il est en train de tourner, vous voyez que DL, il va changer, le vecteur U va changer, et le vecteur DB, il va plus être dirigé dans ce sens, il sera dirigé dans une autre direction. Bon, mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la direction de P, qui est égale à l'intégrale vectorielle de DB, eh bien, il va être porté par qu'est-ce que j'ai dit ici? EZ? Non, c'est EX. On l'appelait X. C'est EX. Donc, il est dirigé par EX. Ça, c'est un X. Voilà. Alors, comment prouver, je reviens à mon dessin, comment prouver que le champ ici est porté par EX? Eh bien, pour cela, on va chercher les plans de symétrie ou d'antisymétrie. Regardez, le plan de la figure actuellement, est-ce que vous pensez que c'est un plan de symétrie ou d'antisymétrie? Très bien, antisymétrie, effectivement, parce que le symétrique de la moitié supérieure de la spire qui est de votre côté, c'est la moitié qui est de l'autre côté, mais le sens de la flèche qui est dans le courant, le sens de cette flèche va changer par rapport au sens du courant. Donc c'est un plan d'antisymétrie. Très bien. Alors ça veut dire que le champ au point M, il est contenu dans ce plan, c'est-à-dire que le champ B, il est dans le plan de la figure. Bon, si on se limite à ça, eh bien ça veut dire que le champ B, il est porté par peut-être MX, ou bien perpendiculaire à MX, ou bien il fait un certain angle, mais en tout cas, il est sur la figure, mais on ne peut pas dire plus que cela pour l'instant. Bon, mais prenons un deuxième plan, qui est le plan perpendiculaire à la figure, et qui passe par OX. D'accord? C'est le plan perpendiculaire à la figure qui passe par OX. Vous voyez que pour exactement la même raison, c'est aussi un plan d'antisymétrie. Donc le champ B va être contenu dans ce deuxième plan. Alors il est donc contenu dans le premier et le deuxième plan, c'est-à-dire qu'il est orienté selon l'intersection de ces deux plans. Et l'intersection de ces deux plans, c'est l'axe OX. Et donc le champ B est porté par l'axe OX. Vous voyez, il suffit de trouver deux plans d'antisymétrie pour déterminer la direction de P. Bon, j'ajoute maintenant que, en fait, il n'y a pas que ces deux plans qui sont des plans d'antisymétrie, mais en vérité, vous prenez n'importe quel plan, il y en a une infinité, qui passe par l'axe OM, eh bien, il va couper la spire en deux, et ce sera un plan d'antisymétrie. Et d'ailleurs, l'intersection de tous ces plans, c'est l'axe OX.
Donc, je pensais ce qu'on a écrit, le champ B est porté par X, ben voilà, il est porté par X, etc. L'intersection, bon, ça c'est ce que je viens de vous raconter. Donc B est porté par X, bon, cette fois-ci c'est bien EX. Bon, mais par contre, le module de B n'est pas égal à l'intégrale sur la spire de DB, mais sur la projection de DB sur l'axe X. C'est-à-dire, en fait, il faut multiplier par un cosinus bêta. Regardez le dessin. Vous voyez, vous projetez ce DB qui est là sur l'axe X. Alors, ça va intervenir cosinus de l'angle entre les deux directions, qui est l'axe qui est bêta. Donc, on multiplie par cosinus bêta. J'en profite aussi pendant qu'on a la figure pour vous dire, vous voyez que bêta plus pi sur 2 plus alpha égale à pi, c'est-à-dire que bêta plus alpha égale pi sur 2, ce qui fait que, voilà, c'est marqué ici, cosinus bêta c'est cosinus pi sur 2 moins alpha, c'est-à-dire sinus alpha. On va remplacer cosinus bêta par sinus alpha. Après avoir ici, je vais simplement remplacer norme de dB, c'était mu sur I sur 4pi, dL sur R2. Oui, parce que j'ai pu dire ça, voilà, c'est ici, parce que le module de dL vectoriel U, c'est dL. Bon, effectivement, c'est module de dL vectoriel U, c'est module de dL, ok, c'est dL, fois module de U, qui est égal à 1, fois sinus de l'angle entre DL et U, et vous verrez que l'angle entre DL et U, c'est pi sur 2. Donc, voilà, ça donne 1. Et donc, ici, je vais remplacer ce cosinus bêta par sinus alpha, et il va me rester, en sortant les constantes, il va me rester l'intégrale de DL sinus alpha sur R2, ce qui rappelle furieusement ce qu'on avait trouvé, l'intégrale qu'on avait trouvé la semaine dernière, enfin dans l'exercice précédent, et on avait fait un certain calcul. Mais là, il n'y a pas de calcul du tout à faire. Pourquoi? Parce que regardez, lorsque vous intégrez, c'est-à-dire lorsque le point P varie, il faut voir que bêta et R restent constants. Ou bien bêta R, c'est-à-dire alpha R. Regardez sur la figure. Ici. Regardez. Lorsque le point P se déplace sur cette spire, vous voyez que l'angle alpha, en fait, il reste constant. Vous voyez, vous avez un cône à ce moment-là. Vous pensez à un cône, les deux frites. Alpha reste le même. Et la distance de n'importe quel point P de la spire, P ici, jusqu'au point M, c'est le même, c'est la distance R. Ce qui fait que je pourrais les sortir de l'intégrale. Vous voyez? Ici, je les sors de l'intégrale. Vous sortez tout. Il va me rester l'intégrale de dl. Une fois que j'aurai tout sorti. Et l'intégrale de dl, c'est la longueur de la spire, c'est-à-dire c'est 2 pi r. Voilà, c'est ce qu'on va marquer ici. 2 pi r. Sinus alpha. Bon, ensuite, vous utilisez juste la trigonométrie pour montrer que ça vaut mu sur I sur 2R sinus cube alpha. Hein, on peut le montrer tout de suite. En voyant ici, si vous regardez à quoi est égal sinus alpha, en regardant le triangle OPM qui est rectangle en haut, sinus alpha, c'est côté opposé, c'est-à-dire le rayon, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire petit r. Ben voilà, vous remplacez, ça va vous donner ce fameux résultat-là, que le champ magnétique créé par une spire, en un point de son axe, c'est mu sur I sur 2R, sinus cube alpha, porté par l'axe X. Et je vous dis tout de suite, on aura besoin tout à l'heure, que cette formule est absolument générale, que X soit positif ou négatif. Je vais remonter sur la figure.
à condition de prendre alpha l'angle entre la direction MX et MP. Voyez, regardons sur la figure. Pardon. Hop. Regardons cette figure. Vous voyez ici, ça c'est X négatif, ça c'est X positif, M à gauche ou à droite. Et bien dans les deux cas, la figure, l'expression de tout à l'heure est valable, à condition de prendre pour alpha l'angle entre MX et MP. C'est-à-dire que ce n'est pas cet angle-là en vérité, c'est cet angle-là, je vais vous l'indiquer en rouge, celui-là. C'est celui-là qui intervient dans la formule. Mais cet angle que j'ai... Et c'est celui-là, hein, celui qui est là, entre MX et MP. Bon, mais... attendez, c'est celui-là, je veux dire, l'angle... Merde, il est dans l'autre direction. Bon, ce que je voulais vous dire, sinus de cet angle, vous voyez que cet angle en rouge, c'est pi moins alpha. Or, sinus pi moins alpha, c'est sinus alpha. Vous voyez, donc l'expression reste la même et j'ai parfaitement le droit et même le devoir de considérer cet angle-là. Vous allez voir que c'est très important dans ce qui va venir après. Je vous rappelle qu'après c'était la question pour l'aspire. Donc voici l'aspire comme je vous disais tout à l'heure. L'aspire, le solénoïde. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un enroulement, c'est un ensemble de spires. C'est un enroulement autour d'un cylindre imaginaire et ça vous donne ça. Le solénoïde est caractérisé par sa longueur L, c'est une longueur ici qui est finie, sa longueur, ça c'est L, et par le nombre de spires, ici on l'appelle grand N. C'est le nombre de spires, bon il y en a 100, il y en a 500, il y a un certain nombre de spires. Ce qui va être utile, c'est de déterminer le nombre de spires par unité de longueur. Ce qu'on peut appeler ici grand N sur grand L. Le nombre de spires par unité de longueur. Ok? On va en avoir besoin. Bon, naïvement maintenant, dans un premier temps, quelqu'un pourrait se dire, bon, le champ créé par une spire en un point M de son axe, je le connais. C'est ce que je viens de calculer, c'était mu0 i sur 2r sinus cube alpha, et c'est porté par l'axe OX. Ok, bon bah là j'ai plusieurs spires, alors il y a quelqu'un qui peut se dire, bah, par le principe des superpositions, je vais dire que le champ total, ça va être n fois, n c'est le grand N, le nombre de spires, n fois le champ créé par une spire. Oui, mais ça, ce n'est pas valable, parce que l'angle alpha qui intervient dans la formule, et qui est ici, hein, c'est cet angle-là, là. Vous voyez que cet angle-là, alpha, ben, il change selon la spire. L'angle alpha ici n'est pas l'angle alpha là, c'est pas ça. Et d'ailleurs, en fait, tout à l'heure, je vous avais dit, l'expression elle va être valable si au lieu de prendre cet angle là, ça revient au même, on prend en fait entre MX et MP, c'est-à-dire on prend cet angle là, celui-là. Voilà, ça sera ça, c'est notre angle, et vous voyez que dépendamment de la position de l'espire, cet angle alpha va varier entre alpha 1 et alpha 2. Les angles qui caractérisent les extrémités du solénoïde. On va y revenir. Donc, on ne peut pas prendre le champ créé par une spire et le multiplier par n. C'est pas possible. Alpha varie. Alors, ce qu'on va faire plutôt, c'est de prendre un élément du solénoïde, un élément de longueur dx, hein, c'est représenté ici, un élément de longueur dx. Donc, il contient un certain nombre de spires. Combien de spires il contient? C'est simplement petit n fois dx, puisque petit n représente le nombre de spires par unité de longueur. Faites une règle 3. Si vous prenez une longueur dx, eh bien, ça crée
pardon, ça contient un nombre de spires qui est n fois dx. C'est n fois dx, maintenant par le principe de superposition, en ce point M, je peux dire que effectivement, voilà, elles vont créer un champ, voilà, c'est écrit ici. Si chaque spire crée un champ petit b qui est égal, en vertu de tout à l'heure, on avait vu cette formule-là, on avait vu mu0 i sur 2r sinus cube alpha ux. Et bien maintenant, c'est n dx spire, et bien elle crée un champ qui est égal au produit de petit b par n dx. Maintenant, je peux appliquer le principe de superposition comme tout à l'heure, parce que maintenant, je peux considérer que toutes ces spires qui sont là, comme elles sont infiniment voisines, elles correspondent toutes au même angle alpha, ce que je ne pouvais pas dire pour les autres spires. D'accord? Et ça me permet d'écrire que le champ de dB, donc je remplace, et ben il s'écrit comme ça. Et le champ total, ben, c'est tout simplement l'intégrale sur tout le solénoïde de cet ensemble-là. Ici, alpha varie donc entre alpha et alpha 2. Mais il y a dx. Faites gaffe, hein, vous n'êtes pas en train de calculer l'intégrale de sinus cube alpha par rapport à d alpha. Ça, vous savez le faire. Hein. En terminale, vous avez vu ce qu'on appelle, je crois, la linéarisation de ceci, avec la formule de Moivre, en passant par les nombres complexes, tout ça. Non, c'est pas... Là, il y a dx, et donc il faut trouver une relation entre x et alpha. Et ça, je pense, c'est ce qu'on va faire ici, voilà, en faisant intervenir la tangente alpha, qui est égale à r sur x. Remontons pour voir si c'est vrai. Tangente alpha. Alpha, c'est cet angle-là, mais on peut tout aussi bien considérer celui-ci. Parce que là encore, tangente pi moins alpha, c'est tangente alpha. Donc, en regardant ce triangle-là, ce que j'ai appelé OPM, c'est un triangle qui est rectangle en haut. Donc, tangente alpha, c'est R, côté opposé, sur le côté adjacent, c'est effectivement x, oui, donc tangente alpha c'est r sur x, voilà, et donc si j'inverse x sur r égale 1 sur tangente alpha, et donc si je dérive dx sur d alpha, ça va donner r fois la dérivée de 1 sur tangente alpha, qui est égale à moins 1 sur sinus carré alpha. Autrement dit, ça revient à dire que dx sur r égale moins d alpha sur sinus. Qu'est-ce que j'ai dit? Sinus cube? Non, c'est sinus carré alpha, oui, c'est ça. Et si vous remplacez, vous pouvez le faire, vous simplifiez par sinus carré alpha, il va vous rester tout simplement l'intégrale de moins sinus alpha, qui est cosinus alpha, entre alpha 1 et alpha 2, entre les deux extrémités. Ça vous donne mu0 ni sur 2 cosinus alpha 2 moins cosinus alpha 1. Alors, je remonte au dessin pour vous dire, voilà, les angles entre les extrémités, c'est alpha 1 et alpha 2. Mais alors, qui est alpha 1 et qui est alpha 2? Là, c'est toujours pareil. Vous regardez, votre axe, il est dirigé dans ce sens. Et bien, de gauche à droite. Eh bien, la première extrémité que vous rencontrez, ça correspond à alpha 1. Je rencontre cette extrémité-là, eh bien, l'angle qui correspond, c'est-à-dire celui-là, vous voyez, voilà, celui-là, c'est alpha 1. Vous voyez, on l'a fait ici, tout ça, c'est alpha 1, et l'autre, c'est alpha 2. Voilà, et ça nous donne donc ce résultat-là. Très bien, c'est un résultat classique pour un solénoïde, et un résultat qui n'est pas moins classique, c'est de se demander combien vaut cette formule dans le cas d'un solénoïde infini. Alors, dans le cas d'un solénoïde infini, que je représentais ici, il spire continue jusqu'à l'infini, dans ce cas-là, le point M
évidemment, il est nécessairement à l'intérieur du solénoïde. Il ne peut pas être à l'extérieur, puisque ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, je l'ai représenté n'importe où, à l'intérieur, ici. Vous voyez là que l'angle alpha 2, il est égal à 0 dans ce cas-là. Hein, vous voyez bien, cette extrémité, en vérité, elle va à l'infini. Donc vous voyez que cet angle-là, alpha 2, il est de plus en plus petit au fur et à mesure que l'extrémité s'éloigne, et que donc dans la limite où ça va à l'infini, alpha 2 est égal à 0. Vous voyez que de la même façon, alpha 1, il va être égal à pi. Vous remplacez dans la parenthèse qui est là, cosinus pi c'est moins 1, cosinus 0 c'est 1. En tout cas, cette parenthèse-là, elle va être égale à 2. Vous simplifiez par 2. Et vous trouvez le fameux résultat du solénoïde infini, c'est que le champ est égal à mu0 ni et qu'il est porté par l'axe. Voilà donc là encore un résultat extrêmement classique et sur lequel on aura l'occasion de revenir, parce que vous verrez qu'en utilisant une technique qu'on verra la semaine prochaine en cours, enfin dans le cours prochain, théorème d'Ampère, on verra que dans le cas du solénoïde infini, on pourra calculer le champ même en un point qui n'est pas sur l'axe, en un point par exemple qui est là. Et vous aurez la surprise de... Bon, enfin, non, je vous laisse le suspense. Vous verrez à quoi il est égal. On pourra calculer aussi le champ à l'extérieur. On pourra faire tout ça. Voilà. Bon, ben, pour l'instant, vous avez donc, dans cette séance, il y a deux exercices finalement. Le cas du fil fini et du solénoïde fini. Et dans les deux cas, bon ben, on a pu dire des choses concernant le fil infini et le solénoïde infini. Très bien. La semaine prochaine, on verra des applications de ces résultats-là. Très bien. Merci pour votre attention et passez une bonne semaine. Travaillez bien.